Bienvenue dans Cheap Thrills, c'est la première. On est très content de vous recevoir. Peut-être la seule. Peut-être la seule, on ne sait pas, on verra bien. Ça se trouve, ça sera dramatique. Cheap Thrills, c'est quoi? Qui sommes-nous déjà? Moi je voulais expliquer le concept. Ah, pardon, Alors, qui sommes-nous? Moi je suis Gilles. Moi, enchanté. Geoffrey, enchanté également. Ça va Geoffrey? Oui. Oui, ça se passe bien. Alors, Cheap Thrills, c'est quoi? C'est une émission dont nous n'avons pas encore défini la périodicité, voyez-vous, qui va vous parler de cinéma de genre sans distinction particulière. On va parler de cinéma d'horreur, de cinéma érotique, cinéma de fantastique, de western, de peplum, de tout ce qui est inclus dans le genre, voyez-vous. Exactement. Le but, c'est de partager avec vous des films qu'on aime, mais pas seulement. Oui, on ne cherchera pas forcément à dire on va descendre tel film ou parce qu'il est sorti au cinéma, parce que Star Wars est sorti, on va forcément en parler. On parlera vraiment de ce qu'on a envie, ce qu'on a vu à ce moment-là, avant que l'émission soit tournée. Voilà, donc on se lancera sur ce qu'on aime bien. Exactement. Ouais. Donc ça sera un peu un moyen pour nous de partager notre passion avec vous, si vous daignez nous regarder et nous supporter pour cet épisode et pour les autres. Alors je ne sais pas, pour l'instant c'est assez épuré. Oui. Voilà. Nous sommes dans ma cave, dans ma magnifique cave. On voulait faire quelque chose dans la sobriété, dans la simplicité, de pas en faire trop. On s'est rattrapé sur les t-shirts. Voilà, exactement, voyez-vous. Voilà. On va quand même vous expliquer un peu comment on va fonctionner sur chaque épisode, en tout cas sur celui-là, on verra après. Ça va se faire en plusieurs parties. On va déjà commencer par une première partie qui va se concentrer sur ce qu'on a regardé récemment, cette semaine, ce mois-ci. Ouais. Ça dépendra du nombre d'épisodes qu'il y aura. Hein. on va partir sur cette semaine. Hein. Même si c'est complètement faux. Par exemple, moi j'ai parlé d'un truc que j'ai vu il y a 3 semaines. Par exemple. Déjà à la base. Ça commence déjà, on triche déjà quoi. Ouais, exactement. Donc ça sera la première partie. Dans la deuxième partie, ça sera un peu freestyle. On va parler de tout ce qui tourne autour du genre et du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, mais ça pourrait être un comics, ça pourrait être un jeu vidéo, ça pourrait être un plat, je ne sais pas. Ce sera une sorte d'ego trip en gros. Exactement, on va vous faire partager quelque chose. Après, on va se concentrer sur un thème qui sera le thème central de chaque épisode. Peut-être que parfois on débordera là-dessus. D'ailleurs, ça se trouve, on aura peut-être des épisodes où on parlera que du thème. Quasiment que de ça, ouais, ça mangera le reste, peut-être. Voilà, ou alors on va tout rassembler dans ce thème central. Comme vous voyez, on est déjà ultra fixé, on sait déjà exactement ce qu'on veut faire. Hein. Vous voyez bien. Hein, là, vous voyez bien la rigueur de personne. Quoi. Hein, donc voilà, ça sera le gros thème. Ouais. Et puis, la quatrième, on finira avec une rubrique qu'on appelle Scored to Death. Bien avoir la classe, quoi. Je vous le dis que le nom de celle-là, parce qu'en fait, c'est la seule rubrique dont on a le nom. Alors, genre, Scored to Death, c'est classe quand même. C'est ça. Et ça sera une rubrique qui parlera de bande originale, de films. C'est vrai, on choisira chacun sa musique. Tout à fait. Encore une fois, c'est un gros ego trip cette émission. C'est un plaisir, un bonheur de pouvoir partager ce qu'on aime, comme d'habitude. Hein. On aime bien. Non, mais voilà. Et on vous parlera donc de bandes originales. Et désolé. Et on va commencer tout de suite. Tu vas commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite. Bienvenue dans Cheap Thrills. Alors, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Mais bien, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Ou il y a 3 semaines, ça dépend des fois. Oui. Cette semaine, j'ai vu un excellent film, et je te remercie Geoffrey, d'ailleurs. D'ailleurs, au passage, vous verrez, on n'est pas payé pour ça, mais on va parler, en tout cas dans les films qu'on a vus, on a vu que des films édités par Le Chat qui Fume. Sachez que je l'ai payé avec mes petits sous, hein, donc on n'est pas sponsorisé par Le Chat qui Fume. Voilà. C'est juste que le hasard fait qu'ils sortent des films intéressants, et des films que j'aime. Du coup, je les partage avec Gilles, et maintenant je vais pouvoir les partager avec vous. Donc voilà, donc Gilles, tu vas nous parler d'un film qui est sorti chez Le Chat qui Fume il y a un certain moment. D'ailleurs, au passage, on va vous frustrer tout de suite, il n'est plus disponible. Là, il va être... En fait, il est de nouveau disponible dans quelques jours après le tournage, donc dès que l'émission arrive, il sera plus disponible. Donc, il va nous parler d'un film qui est introuvable maintenant. Voilà. Parce que je suis vraiment une enflure. Attention, je vais vous parler de La Nuit des Diables. La Nuit des Diables. La Notte dei Diaboli. Un film de Giorgio Ferroni qui date de 1972. Un film magnifique. Moi, je ne connaissais pas ce film. C'est vrai, c'est Geoffrey qui me l'a prêté.
Moi non plus. Je l'ai découvert avec ce magnifique Blu-ray. Alors, ce film-là est très beau artwork d'ailleurs. Par Bandini qui fait tous les visuels, en gros, qui fait tous les visuels de chez Le Chat qui fume. Et à chaque fois, c'est très 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 soigné. Il se base sur les visuels qui sont déjà présents. Il les remixe bien comme il faut. Je fais un peu d'analyse pendant que tu parles. Je vais présenter un peu l'édition. Merci. Donc, Giorgio Ferroni. Qui est Giorgio Ferroni? Quand il a réalisé La Nuit des Diables, Giorgio Ferroni, il avait déjà 70 ans. Faut savoir que c'est un artisan du cinéma italien. Ah oui. Il a fait énormément de genres. Il a fait du western, il a fait du peplum. Là, pour le coup... Un peu comme tous les réals italiens. Quoi. Exactement. Ils ont un peu tous fait à partir du moment où c'était la mode dans d'autres pays. Ils se lançaient là-dedans, quoi. Tout à fait. Il a fait ce film-là qui est un film, qui est un de ses rares films d'horreur. Donc, il a beaucoup travaillé avec Giuliano Gemma, qui est connu des gens qui aiment le western parce qu'il avait beaucoup travaillé avec Lucio Fulci. Il avait fait un film avec Lucio Fulci. Il a beaucoup travaillé donc avec ce réalisateur-là. Et ce film-là, vous connaissez un peu l'histoire. L'histoire, c'est un homme en fait, c'est un énorme flashback. C'est un homme qui se perd dans une campagne et qui se retrouve recueilli par une famille qui habite dans le fin fond de la forêt. Et il se trouve que cette famille est harcelée par une force invisible. Qui va les transformer ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est une espèce de force invisible. C'est adapté d'une nouvelle de Tolstoï qui avait déjà été reprise par Mario Bava dans Les Trois Visages de la Peur. Magnifiquement déjà. Ouais, magnifiquement, exactement. Les Vourdalak dans les Trois Visages de la Peur, qui était plus une version cette fois-ci qui était beaucoup plus gothique. Ah oui, clairement, oui. Mais extrêmement classiquement gothique. Là, on peut dire que c'est un peu gothique aussi à sa manière, mais là, c'était vraiment très classiquement gothique. Ouais. C'était un des 3 sketchs. Un des plus beaux sketchs avec Boris Karloff. Voilà. Là, c'est une version qui est contemporaine parce que dans la version Bava, ça se passait à l'époque de la nouvelle de Tolstoï. Là, c'est beaucoup plus contemporain et c'est un film qui est vraiment passionnant et qui est formellement incroyable, qui est dans une teinte très automnale, qui est très beau, très stylisé, très mise en valeur encore une fois par le master, hein, du coup. Exactement. Du coup, je te grille un peu tes étapes. Non. Le master est vraiment sublime et du coup, ça valorise vraiment avec les couleurs un peu automnales presque, un peu. Exactement. C'est un film qui date de 72. Avant, Ferroni, il avait fait Le Moulin des Supplices dans les années 60, qui était vraiment purement gothique. Ce film-là, il est super intéressant et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de vous en parler parce que c'est un film qui représente vraiment une transition dans le cinéma italien entre ce qu'était le cinéma italien avant, qui était un cinéma très gothique, très formel, et un cinéma qui est beaucoup plus hardcore dans les années 70. Donc c'est vraiment un film qui fait la transition entre les deux et c'est un film qui est quand même assez violent, assez vénère. Assez violent, des effets assez surprenants. Enfin, on va pas vous spoiler ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est bien bourrin. Très noir, c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce qu'on va retrouver après, justement, comme tu dis, dans les films italiens après, où ce sera beaucoup plus violent, avec les films de Fulci, tout ça. Ouais, exactement. Beaucoup plus frontal, alors que des films, justement, comme Le Moulin des Supplices, forcément, c'était beaucoup plus... stylisé, beaucoup plus posé. Ouais, voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez brutal. Dès le début, il y a des effets qui sont vraiment bien foutus, qui sont signés Carlo Rambaldi, qui a fait énormément de choses. Alors, j'ai une petite liste pour que vous... il a travaillé, il a fait Le Vin de la Peur, il a fait La Baie sanglante de Bava, magnifique presse slasher, Les Frissons de l'Anglaise, donc Profono Rosso. Après, il est parti à Hollywood, il a fait Rencontre du troisième type, il a fait les FX aussi de Possession avec Adjani, qui est un film que j'adore, et E.T. aussi, il a fait les FX de E.T. Pas n'importe qui, quoi. Ouais, voilà. Et c'était l'un des derniers films d'ailleurs qu'il ait fait en Italie avant de repartir aux États-Unis. Et c'est un boulot extraordinaire. C'est un film extraordinaire, qui est vraiment très très beau, très stylisé, qui est vraiment tout dans l'ambiance et que moi j'ai adoré et que je vous conseille fortement. Je vais pas en dire plus, ça sert à rien, de toute façon on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que vraiment, allez le voir. Si vous pouvez le voir, trouvez quelqu'un pour vous le prêter, parce qu'il faut vraiment le voir, parce que dans un peu tous les Blu-ray, tous les disques que j'ai achetés chez Le Chat qui fume, vraiment pour moi, avec Le Venin de la Peur, c'est un peu les sommets qu'ils ont édités. Donc n'hésitez pas à le voir. Voyez-le absolument. Un film d'un désespoir absolu, magnifique, avec des décors, des vrais décors. Ouais. Extrêmement bien joué. Super acteurs, Gianno Garco, voilà. magnifique, Agostina Belli qui est incroyable aussi. C'est vraiment un très 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 beau film. Quoi d'autre? Allez-y, dès qu'il sera ressorti, allez le voir et faites-vous plaisir et vous allez voir, c'est vraiment, encore une fois, un film très important symboliquement et qui marque vraiment une transition entre deux époques et un film assez sombre, assez dur, mais vraiment passionnant. Ouais, carrément. À toi, Geoffrey. Et du coup, on reste un peu dans la même thématique, ce que vous verrez en fait. Enfin, si vraiment il y a plusieurs épisodes, vous allez vous en rendre compte, c'est que Gilles et moi, on est vraiment pas mal sur la même longueur d'onde.
Donc bon, on sera pas forcément toujours d'accord, mais vous verrez là, pour tout vous dire, on s'est pas consulté sur les sujets. Il y a juste sur le sujet principal où on s'est dit, bon, on va parler de ça, et voilà. Mais pour les films, je savais pas qu'il allait parler de ce film-là. Pourtant, on se voit et il m'en a pas parlé. Et là, on s'est rendu compte, ah mince, on va parler tous les deux d'un film de le chat qui fume. Donc du coup, là, Gilles vous a parlé de ça. Super bonus. Voilà, Ouais, bonus, super édition, featurette. les blindés, quoi. Il y a au moins, une heure ou deux de bonus, quoi. Ouais, des interviews en profondeur et tout ça, donc Ouais. vraiment super édition. Exactement. Et donc du coup, on continue avec le cinéma italien, avec Pulsion Cannibale, qui est aussi édité chez Le Chat qui fume. Là, celui-là, il vient de sortir vraiment tout récemment. Du coup, vas-y, tu vas prendre la petite Maryse. Pareil, visuel réalisé par Bandini, superbe visuel. Là, on est dans un tout autre style de film. Là, c'est vraiment contemporain. Hein, ça se passe. Le film est sorti en 1980, donc il est sorti. Il est plus récent que le film que Gilles nous a présenté. Il est réalisé par Antonio Margheriti. Antonio Margarete. Ancora? Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete. J'avoue que c'était même pas un réalisateur que je connaissais, hein, je vais être franc avec vous, hein, je suis pas là pour... Et que j'ai vraiment découvert grâce à un bonus qu'il y a dedans. Le bonus que vous pouvez avoir uniquement si vous commandez chez Le Chat qui fume, c'est le Blu-ray, enfin le DVD, parce que c'est un DVD là pour le coup, c'est pas un Blu-ray. Il n'y a pas de copie HD malheureusement qui existe de ce film-là. The Outsider, un documentaire réalisé par le fils de Antonio Margheriti, qui s'appelle Eduardo, qui joue aussi dans le film. Et le film, c'est très bien, je vous présente un moment quand même. Donc le film, en fait, ça se passe après la guerre du Vietnam. En fait, il y a une introduction qui se passe au Vietnam, mais bon, c'est un film italien, hein, donc il se passe pas vraiment au Vietnam, hein, évidemment. Il se passe dans une forêt italienne qui a servi à tout, comme il disait dans le documentaire. Il a servi à des peplums, il a servi à des westerns. Ils appellent ça une forêt magique, ils en font ce qu'ils veulent. Donc là, la forêt magique, sert à faire le Vietnam, donc ils ont pris quelques personnes asiatiques qui sont pas forcément du Vietnam, hein, et des Américains qui sont pas forcément américains non plus pour autant. Et donc vous avez l'intro un peu qui malheureusement qui est un peu plombée parce qu'il y a le musique un peu ding 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 qui est carrément en décalage avec l'horreur qu'on voit, où c'est l'horreur de la guerre du Vietnam, avec des mecs qui sont dans une grotte et qui mangent de la viande humaine, et tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe. Donc la musique est un peu, voilà, dommage. Et donc, en gros, ça s'inscrit dans la mode. Là, pour le coup, c'est pareil. Il s'inscrivait dans deux modes, ce film. Les deux modes sont les films où les gens revenaient du Vietnam, justement, genre Voyage au bout de l'enfer, genre... il revenait pas bien, Apocalypse Now. Et aussi la mode naissante du film de cannibale. Et donc, du coup, on a cette introduction-là qui se passe au Vietnam. Et après, on bascule on arrive aux États-Unis, à New York, si je me souviens bien, et où ils n'arrivent pas à s'adapter, où ces deux personnes qu'on voit au début qui sont en train de manger de la viande humaine se retrouvent dans un asile. Et donc, il y a le personnage qu'on voit au début, une des deux personnes qui mange comme ça, qui mange de la viande humaine, s'appelle Bukowski, qui est joué par Giovanni Lombardo Radice, qu'on a vu dans plein de films, grands films italiens, chez Fulci, tout ça. Et donc c'est lui qui est cannibale dès le début du film, on va dire. Et il y a son capitaine qui est joué là pour le coup par un acteur américain mais qui a des origines italiennes, c'est John Saxon, qu'on a déjà vu. Enfin moi personnellement je le connais surtout, je le connaissais uniquement pour son rôle de père dans Nightmare on Elm Street. Il jouait le rôle de la gamine qui se fait pourchasser par Freddy. Et donc lui il joue dedans, il joue le rôle du chef Hopper qui lui rentrait et tout va bien pour lui, il est avec sa femme, machin, tout ça. Et finalement, on se rend compte au fil de l'histoire que le cannibalisme est une sorte de virus. Et vous verrez, c'est vraiment pas mal. C'est pas mon film italien que j'ai vu, mon film préféré italien. Un des préférés, c'est La Nuit des Diables, dont Julie vous a parlé. Celui-là est vraiment bien parce qu'il est original, parce qu'il mélange justement ces deux genres qui sont un peu antinomiques, qui normalement ne pourraient pas fonctionner ensemble. Alors c'est vraiment bien foutu quand même, par moments. Et donc, sachez qu'aussi, en plus, c'est un film qui est assez violent. Pour preuve, c'est qu'il se retrouvait dans les vidéonasties, les fameux vidéonasties anglais. D'ailleurs, on en parle très bien dans ce fanzine. Darkness Fanzine, qui est sorti il y a un an tout pile, là on tourne en décembre, donc c'est sorti en décembre 2015, qui en parle sur 2 pages, et il en parlait en disant que c'était difficile à trouver, finalement, grâce à Le Chat qui fume, il est disponible.
Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que vous verrez dans l'histoire, à un moment, il y a Bukowski. En fait, ça allait mieux, il était plus devenu cannibale, il revenait un peu dans la société. Et il va avoir un film, forcément, gratuitement. T'as un couple qui baise dans la salle, hein, forcément. On est dans un film italien. Faut qu'il y ait un peu dracoleur, quoi. Ouais, et justement, il regarde un film, en plus, il regarde un film italien d'Umberto Lenzi. Et ce qui est très drôle, c'est que le film s'appelle De l'enfer de la victoire. Et dans ce film-là, il y a une actrice qui joue dans le film, dans Cannibal. Mise en abîme. Mise en abîme. Ouais. Et voilà. Et bon, voilà. Et bon, ce qui est quand même bien, c'est que c'est un film original, qui a un bon rythme. Il y a des effets gore, surtout un effet gore qu'on retrouve là, sur le visuel là, et je crois sur un visuel à l'intérieur. Voilà. Cet effet gore là, il est vraiment très très cool. Je me demandais comment il l'avait fait, il l'explique dans les bonus. C'est vraiment parfait, c'est super bien fait. Le gros point noir, enfin, qui m'a fait un peu rire, c'est le personnage du psy. C'est un gros balourd, parce qu'en fait, il traîne un peu avec la nana du chef Hopper, et qui finit par lui dire oui, bon, je suis tout seul, je suis malheureux, machin. C'est un gros dalleux, quoi. Il en peut plus, quoi. Il veut sauter sur sur la nana du chef Hopper. Et donc, dans cette édition de ce film qui est quand même bien, hein, je suis assez dur avec le film, mais vraiment, il est au moins très original. En plus, c'est un DVD... Et je vois qu'il a été écrit par Dardano Sacchetti, qui était... Oui, qui a écrit pas mal on parle toujours de Fulci depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il a écrit L'Au-delà, il a écrit Le Frayeur, il a écrit Les Renforts de New York, Manhattan Baby, il a écrit Démon aussi d'ailleurs, pas de Fulci. Il a écrit Démon, il a écrit pas mal de... Il a écrit énormément de classiques du cinéma des années 70, cinéma italien des années 70. Ouais, et ça se le voit, c'est vraiment, le film est bien écrit, c'est pas juste un film, bon, c'est clairement un film d'exploitation, mais qui a quand même un fond, qui parle quand même bien de la difficulté du retour après le Vietnam, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout, l'édition est bien. Bon, c'est un DVD, donc c'est toujours moins sympa de voir un DVD sur une télé HD, quoi, mais la copie est quand même bien belle. Les bonus sont vraiment très 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 bien. C'est limite, enfin, j'ai plus apprécié le film après avoir vu les bonus. Parce qu'il y a le documentaire d'1 heure qui est réalisé par Eduardo Margaretti, qui joue d'ailleurs dans le film aussi, hein, et qui rend hommage en gros à son père. Et du coup, j'ai découvert son père, il a fait des films gothiques avec Barbara Steele, etc. Donc il y a vraiment de quoi voir. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure, tu disais, c'est un mec qui a réalisé plein de films de genres différents, des westerns, des peplums, des films d'horreur, des films d'espionnage, des pseudo James Bond qui s'appelait 077, vous voyez quoi. Et donc il y a aussi un livret que j'ai oublié de le prendre, mais il y a un petit livret aussi, si vous voulez acheter. Et donc, il y a également 2 interviews. J'ai adoré les interviews, surtout la deuxième. La première, bon, c'est Eduardo Margaretti, donc il reparle de son père, il rend hommage à son père, etc. Et surtout l'interview je me suis régalé, c'est l'interview de Giovanni Lombardo Radice. Ce mec, il en a rien à foutre, il balance tout, quoi. Il passe son temps à bitcher pendant le truc. Et c'est génial, il raconte qu'en gros il était sous coque pendant tout le tournage, alors qu'il est vraiment formidable, hein. C'est vraiment le top de scène, Et donc il était sous coque pendant tout le long du film. Il bitch sur son partenaire John Jackson en disant que, en gros, il était là pour payer ses factures, il en avait un peu rien à foutre du film, c'est ça qu'il joue un peu, il joue pas beaucoup, quoi. Il reste très stoïque, quoi. Et en gros, il était pas sympa, une fois il l'avait croisé à une convention, et il a à peine regardé, il s'en fichait. Et il y a un truc vraiment qui m'a fait rire, et je pense que j'ai des mots, on peut comprendre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il expliquait que c'était bizarre, parce que John Jackson il était là toujours avant tout le monde pour se faire maquiller, alors que pour lui, les stars, ils arrivent toujours en dernier, comme ça ils peuvent dormir un peu plus longtemps, donc il trouvait ça bizarre. Une fois, il est arrivé un peu plus tôt, et il a découvert qu'en fait, il était en train de se faire maquiller, mais surtout que il y a le maquilleur qui lui mettait du cirage dans les cheveux. Parce qu'en fait, lui, il commençait à perdre ses cheveux, hein, bon, hein. Pas comme moi, mais ça commençait bien, donc en fait, d'où sur l'affiche, enfin, à un moment, on voit bien qu'il a bien les cheveux bien noirs et tout. En fait, le mec, voilà, il est là, on lui mettait du cirage sur les cheveux. La technique à l'ancienne. La technique à l'ancienne, donc. Ça fonctionne encore. J'ai adoré, il parle en français, d'un accent italien, enfin, j'ai vraiment aimé, on n'est pas là pour faire un discours plat, tu vois, comme on retrouve dans tous les bonus. Donc c'est vraiment un grand, grand plaisir, il y a plein d'anecdotes à raconter. Encore une fois, il montre tout son respect qu'il a pour le réalisateur, qui apparemment qui était vraiment très respectueux, assez paternel, très simple. Donc vraiment, je vous conseille également ce DVD qui est à 17€ chez Le Chat qui Fume. Voilà, donc c'est qu'un DVD, mais je fais un peu ma maryse, hein, mais voilà. Qui est très très bien. Vraiment, c'est bien en ce moment, il y a beaucoup d'éditeurs comme ça, indépendants, qui me sortent des films qui sortent de nulle part. Encore une fois, je lisais tout à l'heure
le hors-série de Mad Movie sur le cinéma italien qui disait bon, bah, ce film est introuvable. Bah non, maintenant il est trouvable, on l'a même en Blu-ray quoi. Et il parlait du Venin de la peur, il disait que c'était un film qui était rare et qui était introuvable, maintenant on l'a en Blu-ray, je l'ai en Blu-ray chez moi, voilà. Donc on est vraiment dans une belle époque avec vraiment plein de bons éditeurs. Enfin bref, tout ça pour dire que nous avons vu 2 films qui étaient très bien, que vous devez absolument les voir. Que nous vous conseillons, ce sera peut-être pas ça j'allais dire toutes les semaines, ce serait peut-être pas ça à chaque émission. On va se calmer. On va toutes les semaines, sinon Parce que Olivier derrière la caméra, il est vert. il va nous dire non. Non, ce sera peut-être pas tout le temps le cas, donc Ouais. allez voir ces 2 films-là, nous vous les conseillons. Voilà. On passe à la suite. On passe à la suite. Ok. Je commence. Vas-y. Ok, très bien. Dans mon fourre-tout, je vais appeler ça freestyle, ce sera plus joli quand même. J'ai choisi une série. Ah oui, je sais même pas quelle série du coup tu m'appelles. Ouais, j'ai choisi une série, on en a déjà parlé. Ah oui, ok. Ouais. Channel Zero, Candle Cove, que j'ai fini là, très récemment. C'est une série en 6 épisodes de 42 minutes. C'est une série sci-fi. On ne sait pas. Hein. Sci-fi. C'est pas une chaîne qu'on connaît. Soudainement qui fait des alors- bonnes choses alors. Alors, bon. Pas de Sharknado, tout Non, ça. rien à voir. Alors là, on est dans quelque chose de très différent. Moi-même, j'y croyais pas des masses, hein, mais en fait, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Shockwaves, un podcast sur le cinéma d'horreur que je vous conseille d'ailleurs, qui parlait beaucoup de Candle Cove et qui disait que c'était vraiment quelque chose de bien. La série n'était pas encore finie quand ils en parlaient, donc j'ai commencé à regarder la série. Alors effectivement, c'est super intéressant. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas comme il faudrait que ça fonctionne, mais ce qui fonctionne marche très très bien. C'est une anthologie d'horreur. Assez loin de American Horror Story et ce genre de choses parce que moi je trouve en tout cas qu'American Horror Story c'est quelque chose qui est quand même qui s'adresse quand même à des gens qui sont pas lassés de certains codes du cinéma d'horreur parce que ça reprend quand même pas mal de grosses ficelles et ça me parle pas des masses. Ouais voilà, c'est un peu la foire à la saucisse. Là Channel Zero et Candle Cove, ce qui est bien c'est que chaque saison visiblement sera basée sur une histoire, une creepypasta différente. Je sais pas si vous savez ce que c'est que le creepypasta. Bah non, je sais même pas non plus. Le creepypasta, c'est un peu la légende urbaine moderne, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est une fiction à la base, mais qui est partagée sur des forums. Alors, à la base, ça a commencé sur Reddit, et chacun partage une fiction qui est censée lui être arrivée. C'est grâce à ça qu'on a des histoires comme le Slender Man, comme le Smiling Man, et là, pour le coup, comme Candle Cove, dont j'avais déjà entendu parler, parce que j'avais lu cette creepypasta. Candle Cove, c'est quoi? C'est en fait une histoire, c'est l'histoire d'une émission pour enfants, qui visiblement a un effet néfaste sur les gamins qui la regardent. Et là, dans l'histoire, en fait, ils se sont servis de ça comme base en disant que tu as un mec en fait qui est un pédopsychiatre qui a vu cette émission dans les années 80 et en fait, on comprend que cette émission est liée à la disparition de plein de gamins dans son bled et je vous en dis pas plus. Et lui revient dans son bled quand il a une trentaine d'années et il se trouve que l'émission est rediffusée et que ça recommence. L'un des trucs de Candle Cove, c'est que en fait les enfants la voient. C'est une émission avec des marionnettes. Mais que les parents, quand ils vont regarder les enfants en train de mater la télé, les enfants regardent du bruit statique, quoi. En fait, ils ne regardent rien. Donc c'est vraiment un truc d'espèce de, tu vois, de manipulation. Dans Poltergeist, quand la mine voilà. fixe le neige. Exactement, ouais. Ou comme dans Stranger Things, pareil, la série préférée d'Olivier. C'est ça, délicat ça. Et, alors là, rien à voir avec Stranger Things, Non, parce que non. Stranger Things, alors moi j'ai trouvé ça très cool, Stranger Pareil, Things, mais là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus hard, beaucoup plus étrange. Vraiment, c'est ça que j'ai adoré dans la série en fait, c'est audacieux quoi. On part dans des trucs vraiment très particuliers, il y a des créatures vraiment cool, il y a une direction artistique qui est très très solide, il y a vraiment des monstres, il y a des idées qui sont J'en ai vu vraiment un classe. que t'as posté. Ouais. Rien que pour cette créature-là, je veux voir la Ouais, il y a vraiment des créatures cool. La mythologie est vraiment bien. L'histoire en elle-même, tout ce qui tourne autour de cette émission pour enfants, de marionnettes, ce truc est assez glauque déjà à la base. C'est vraiment bien amené. C'est très très bonne facture. La réalisation est très très bien. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que c'est un projet qui a été initié donc, par un monsieur qui s'appelle Chris Straub, qui a écrit la creepypasta. Qu'il a écrit comme une histoire courte qu'il a fait passer pour une histoire vraie pendant très très longtemps et jusqu'à ce que il dévoile que ça faisait partie en fait d'un recueil de nouvelles qu'il avait écrit. Ça a été développé par Nick Antosca qui avait travaillé sur Hannibal et Teen Wolf. Alors après Teen Wolf, voilà, hein, on en pense on va regarder Hannibal. Voilà. Et elle a été développée après par Max Landis, donc le fils de John. Ah oui, qu'on retrouve un peu partout maintenant. Qui avait fait Chronicles et qui développe tout un tas de séries en ce moment.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'écriture, on a aussi un monsieur qui s'appelle Don Mancini. Je sais pas si vous savez qui est Don Mancini. Don je savais pas Mancini, qu'il était lié à ça, moi. c'est la personne qui a écrit Ah tous ouais. les Chucky et qui a réalisé les deux derniers, dont le fils de Chucky. Donc il a pas fait que du bon. Hein. Qui a fait, ouais, parce que tu, as c'est quand vu, même une- tu as vu les derniers. J'en ai vu pas mal, ouais, et il m'en manque qu'un, et c'est quand même une bonne merde, le fils de Chucky. Mais il a écrit tous les Chucky, il en a réalisé 2. Et ce qui est marrant, c'est que on sent l'influence de toutes ces personnes, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a du métier, il y a la connaissance de l'horreur, et ça va jamais dans la facilité. Il y a quand même des choses assez fantasmagoriques, il y a une imagerie qui est assez belle, il y a des concepts qui sont un peu compliqués. Et au bout des 6 épisodes, finalement, c'est une série qui laisse des traces, quoi. Pardon. Et c'est une série qui laisse des traces. Et finalement, ça m'a laissé une bonne impression. Le seul défaut je dirais le gros défaut de la série, c'est l'acteur principal, Paul Schneider, qui vraiment n'a qu'une expression, quoi. Ça, c'est vraiment le problème du truc. C'est que c'est un monsieur qui... Je sais pas, on dirait que tout lui passe dessus, quoi. On dirait qu'il n'imprime rien. Il lui arrive des trucs de malade, mais on dirait toujours qu'il est... Est-ce que c'est pas comme souvent on retrouve un personnage central qui est assez fade pour qu'on puisse... qui sert de véhicule pour Ouais. nous et que tu vois qu'il soit pas trop marqué comme au niveau des personnalités. Ouais, c'est certainement l'idée, mais le problème, c'est que là, il a toujours, en plus, et moi je trouve qu'il a toujours un petit rictus, qu'il lui arrive des trucs horribles ou pas, et c'est assez difficile à supporter. Excusez-moi. Et du coup, fatalement, ça casse un peu le délire, mais sinon, l'histoire est très très bien, l'univers est très très cool. Ça passe sur Sci-Fi et j'espère que ça sera acheté en France. C'est vraiment une série très très sympa et très originale. Sur la version française de Sci-Fi. Ouais, peut-être, Ça peut-être, espérons. Donc voilà, Channel Zero, Candle Cove, saison 1, la saison 2 sera basée aussi sur une creepypasta qui s'appelle The No End House, et ça sera sur plus un truc de maison hantée, et une creepypasta très cool aussi. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà, il faut en profiter, il n'y a pas beaucoup de bonnes séries horrifiques. Ah ouais, non, clairement, il y en a limite pas du tout, quoi. Donc, Voilà. donc foncez, quoi. Voilà. Et donc moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais pas parler d'une série ni d'un film, je vais vous parler d'un bouquin, d'un vieux bouquin, que j'ai acheté en allant où, tiens d'ailleurs? Ah oui, en allant au Panic Cross Chroma. J'attendais, je suis arrivé un peu trop tôt pour aller voir Die Hard, et je suis tombé sur ce bouquin-là, qui était vendu à l'occasion, hein, le bouquin est sorti en 84, donc il y a 32 ans. Il sent le vieux livre, hein, ils sont la bonne odeur de vieux livre. Vas-y, sens. Attends, il a pas appartenu à Jean Rollin, ce livre? Peut-être. Ah, mais ça me... C'est Putain, il y avait cette odeur de Jean Rollin, là. Wouh. On fera pas de blagues un peu. Non, mais j'ai rien dit, moi, de toute Rien, façon. rien. J'ai rien dit. Non, pas du tout. Et oui, c'est ce qu'on m'a dit après, voilà, on verra. Ce qui compte en tout cas, c'est le contenu du bouquin, parce que en ce moment, moi, depuis la sortie de Crimson Peak, je me suis mis au cinéma gothique, parce que pour être franc, je m'en fiche. Je n'avais jamais vraiment vu de film de ce genre-là, ou vite fait. Et j'ai vraiment découvert cet amour-là pour ce genre-là, donc je me suis plongé dans les films de Bava, évidemment dans les films de la Hammer, justement, dont là c'est le sujet, en tout cas à travers Terence Fisher. Excellent bouquin par Stéphane Bourgoin, apparemment, qui est un peu plutôt un mec qui écrit normalement sur les crimes, etc., les véritables crimes, tout ça. Donc là, il parle de Terence Fisher. C'est vraiment bien foutu, parce que la première partie, en gros, il parle de Terence Fisher, et à travers ça, il parle de la Hammer. À un moment, il bascule sur l'analyse des thèmes qui sont développés dans les films de Terence Fisher, évidemment, surtout la lutte entre le bien et le mal. Et ensuite, il y a une petite interview aussi de Terence Fisher, c'est quand même assez rare, hein, on ne trouve pas non plus partout. Et donc c'est vraiment super sympa. Et ensuite, tout le reste, les 3/4 on va dire, il analyse chaque film qu'il a sorti, chaque film qu'il a réalisé, en tout cas, parce que lui, il a travaillé sur un nombre énorme de films, et c'est vraiment très bien, ça se lit très facilement. Moi, je l'ai payé une 15aine de balles, mais en m'enseignant bien, vous pouvez le trouver vers 10 balles sur Amazon en occasion, frais de port compris, donc ça vaut vraiment le coup, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bouquins sur Terence Fisher tout seul, mais il n'y en a même pas, à ma connaissance, en dehors de celui-ci. Parce que là, en ce moment, la Hammer, ça revient, peut-être que c'est un peu moi qui suis la mode, finalement. Tout simplement. Il y a ce livre-là qui était déjà sorti, Dans les griffes de la Hammer, de Nicolas Stanzik, qui est très bien, et qui là parle la même chose, c'est qu'il parle de la Hammer, mais à travers un autre prisme. Là, le prisme, c'est à travers la France. Comment ont été reçus les films de la Hammer en France. Qu'est-ce que ça a amené, la création de... Il y avait eu... Enfin, on en parlait évidemment dans Midi Minuit.
Ouais. Par exemple, Il y a un je crois super livre qui était sorti aussi sur Midi Minuit. En ouais, deux il y en a parties, il y en a d'ailleurs. deux parties. D'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, c'est lui qui a bossé là-dessus. Hein. C'est Nicolas qui a bossé là-dessus. Et donc, c'est un superbe bouquin. J'en suis pas du tout à la fin. Il est extrêmement riche, extrêmement gros. Pareil, il est un peu difficilement trouvable. Il est un peu difficilement trouvable, moi je trouvais pas. Et finalement, j'ai vu directement avec l'éditeur. Et ils me l'ont envoyé. Comme ce nom, on est comme ça. Hein. Ouais, voilà. On va directement, bah oui. Ah bah On va là, voir avec on est- l'éditeur, on est- hein. on est dans le milieu, nous. On est dans le milieu, hein. Bah oui. C'est pas pour rien qu'on est là et que vous êtes derrière. Ah oui, excusez-moi. Ça y est, ça commence, on va déjà se faire des amis. Bravo, merci Gilles. Non, mais ça a l'air super intéressant. Très, très bien. Tu me prêteras, je le ferai. Non. Ah. Et donc, vous voyez des jolies photos au milieu, tout ça, enfin bref. Et donc, tout ça pour dire que là, il y a quelques temps, il y a un mois, je crois, il y a 2 bouquins qui sont sortis sur la Hammer. Enfin, un qui est ressorti et un nouveau qui est sorti, c'est pas le même auteur. Il y a L'Antre de la Hammer, qui est déjà sorti il y a quelques années. Là, il est ressorti en version augmentée. Et qui réunit plein d'éléments, vous verrez, il y a des coupures, etc., qui parlent de la Hammer. C'est un bel objet. Et en parlant de bel objet, il y a aussi l'art de la Hammer, qui montre les sublimes affiches Super bouquin. qu'il y avait pour les films de la Hammer, qui nous vendaient du rêve, et parfois au-delà de ce qui était vraiment. Comme dans tous les cinémas d'exploitation, finalement, on parlait d'italien tout à l'heure, c'était pareil, hein, le cinéma italien, c'était exactement la même chose. Donc il y avait ces trucs-là. Et ah oui, donc en faisant un croisement Hammer... film italien. Ce qui me fait marrer, en fait, dans ce bouquin, j'en ai parlé, Gilles, l'autre jour, dans ce bouquin, ce qui me fait marrer, c'est que, bon, c'est un bouquin qui a 32 ans, qui a 32 ans, et donc, le mec, d'un seul coup, il nous parle de Terence Fisher, oui, réalisateur très élégant, tout en finesse, pas comme... Et d'un seul coup, gratuitement, ah, pas comme ce tâcheron de Lucio Fulci, d'accord. Et à un moment, oui, alors là, il n'a pas pu réaliser tel film parce que voilà, il ne pouvait pas. Mais il a été repris par Jess Franco, le roi du zoom gratuit. Le petit pic de bâtard. Ouais, mais juste comme ça, gratos, quoi. Après, il faut remettre ça dans le perspective, contexte de l'époque, dans le contexte. Parce que le bouquin, il n'a pas de sortir, il est sorti il y a 34 ans. Enfin, je compte bien, ouais, 34 ans. 32 ans. Et ils n'avaient pas du tout la même renommée, la même reconnaissance que maintenant. Maintenant, Fulci, c'est wow. Maintenant, Fulci, il passe à la cinémathèque, tout ça, c'est vraiment super. Et tant mieux, tant mieux. Nous, on aime très très fort Fulci. Vous avez vu, voilà. on en a parlé 12 fois depuis qu'on a commencé. Ouais, Fulci. Voilà, donc, si vous aimez les films de la Hammer, vous avez des bons bouquins. Par contre, en France, si vous voulez mater les films dans des belles éditions Blu-ray, faut pas rêver, parce qu'en France, il y a que dalle. Il y a 2 films de Dracula qui sont sortis en Blu-ray qui coûtent que dalle. Vous les avez pour 9 €, je crois, les 2 Blu-ray. Donc, foncez, ils sont pas mal. Là, il y a le Chien des Baskerville qui est sorti là au mois de décembre en Blu-ray. L'image est pas mal, mais voilà. Et pour moi, c'est le meilleur film de la Hammer, le Chien des L'un Baskerville. des meilleurs, ouais, ça c'est En tout cas, moi, personnellement, pour moi, c'est le meilleur. C'est mon préféré. Je l'aime très fort. Il est sublime. C'est la meilleure, enfin, pour beaucoup, c'est la meilleure adaptation d'un Sherlock Holmes. Vraiment. Peter Cushing, parfait dans le rôle de Sherlock Holmes. Bref, voilà, très très bien. Donc, malheureusement, il faut beaucoup passer par l'import, par nos amis de Euro. Hein. Oui, alors attendez, me lancez pas là-dessus. Hein. Ah, j'ai des gros problèmes avec Euro en ce moment. Des collinons. Ça sera le sujet d'une autre émission. C'est ça. Ah bah Euro, la prochaine sujet. Non, c'est génial, Euro, j'adore. Non, Arrow, superbe édition. Ils ont un peu de mal avec les livraisons, mais bon, vous voyez. Voilà, commandé par Amazon, c'est pas grave. Ouais. Donc, passez par Euro, vous verrez, parfois, il y a des sous-titres anglais. Voilà. C'est génial, Donc, malheureusement, en France, il n'y a que ça, ou des DVD. Si vous voulez vraiment vous prendre un Technicolor en HD, il faut passer par l'import, malheureusement. Voilà, bon, ben, c'est tout ce que j'ai un peu à dire sur la Hammer. J'en ai profité un peu pour me faire plaisir. C'était intéressant. Très bien, merci. Voilà. Et donc, du coup, on va passer un peu entre guillemets, au gros morceau. Au plat de résistance. Au plat de résistance. Tout à fait. Et c'est vraiment extrêmement frais. C'était quelle date, d'ailleurs? C'était entre le 6 et le 11 décembre 2016. Le PIF. Le PIF, la 6e édition du PIF.
On y est allé un peu, pas tout le temps ensemble. On a fait ce qu'on pouvait. On a hein. fait ce qu'on pouvait, sur nos plannings, sur nos agendas. Pas facile. Voilà, donc du coup là depuis tout à l'heure je parle, donc c'est toi qui vas présenter Tout à fait. un peu le premier film. Pour une fois, je suis pas celui qui parle le plus, c'est très agréable. C'est ça, oui, je Donc parle c'est très beaucoup. cool. Non, mais c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est bien. T'as raison, non, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, on va pas forcément revenir sur Et continue. toutes les difficultés qu'ont eu le PIF. Hein. On a eu beaucoup parlé des difficultés qu'il y a eu le PIF, Ouais, etc., ouais. le problème de Bah, il y a financement. peu de subventions. Pas de et, subvention même. Pas de bah ouais, enfin pas de subvention publique. Ouais, voilà. Il y a eu un Ulule qui a été, un Ulule qui a été lancé, Oui, c'est ça. qui a très très bien J'ai fonctionné. participé, hein, je voyais marqué Gilles. Tout à fait, ouais, parce que je suis une personne qui a beaucoup d'argent avant tout. On les voit, les magnifiques. Donc voilà, regardez-moi ça, hein. Regarde. Bref, donc, oui, il y a eu un Ulule qui a été lancé, mais bon, c'est un festival aussi qu'il faut soutenir, quoi, parce qu'au bout d'un moment, hier avec Geoffroy, on a été voir Les Innocents au Forum des Images. C'est un festival qui est soutenu par la mairie de Paris. Il y a le nom de Hidalgo, il y a le nom de tout le monde. Enfin, on soutient un cinéma fantastique, mais il faut que ça soit un certain cinéma fantastique. Tu vois, il faut que ce soit The Innocents. C'est un super film, c'est pas la question, c'est un chef-d'œuvre. Mais on a besoin d'avoir un festival de cinéma fantastique. Alors en France, il y en a, hein, mais à Paris, quoi. Merde, on a besoin d'en avoir un. On a l'étrange festival, mais l'étrange festival, j'adore l'étrange C'est festival. merveilleux, mais il faut un festival que de cinéma fantastique. Tout, quoi. Voilà. Et là, cette année, bon, voilà, la programmation, il y avait des bonnes choses. Ouais. Mais c'était, voilà, effectivement. Mais il y avait aussi des films qu'on avait déjà vus. Il y avait des films que. Notamment à l'étrange festival. Voilà, il y a des films qui étaient. Bon, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, franchement, on le voit, ils ont mis C'est un super boulot, ils ont mis leur cœur là-dedans. Ouais, ça se sent là, dans la présentation. Franchement, on peut le dire, les présentations sont pas toujours merveilleuses. Quand on voit, par exemple, vous voyez notre projection qu'on voit ensemble, parfois t'as des présentations, tu t'endors, tu te dis bon, c'est bon, ta gueule. On va le dire. Hein. Alors que les présentations à chaque fois, c'est super. à chaque fois que j'ai vu Fausto Fazzulo, il fait toujours des super, en fait tous les deux en tout cas, ils font vraiment des belles présentations. On voit vraiment qu'ils parlent avec le cœur, ils sont vraiment heureux de nous montrer des films. Donc ça, en tout cas, merci parce que on va parler aussi de films qu'on a vraiment bien aimés, des films qu'on a eu la chance de voir en salle. Donc voilà, du coup j'arrête de parler. Mais on aimerait qu'il y ait encore plus de films, on aimerait qu'il y ait plus de salles. Là, c'était au Max Linder, cette année, c'est une sublime salle. Magnifique écran. L'année dernière, c'était au Grand Rex, avant c'était à Opéra, je sais plus, c'était Capucine. Ça, ouais. Il faut plus de salles, il faut plus de films, il faut y aller, quoi. Putain. Bon, ouais, excuse-moi, ça m'énerve. Bon, bref. Donc, vas-y, parle-nous d'un des films que tu as vu. Moi, j'ai été à la cérémonie d'ouverture, j'étais invité, non c'est faux, j'ai acheté mon billet. J'ai vu The Autopsy of Jane Doe. Je regrette de ne pas avoir vu. Alors, franchement, moi, ça avait fait le tour des festivals, c'était déjà passé au TIFF à Toronto, c'était passé au Fantastic Fest à Austin, ils avaient eu un prix, ils avaient remporté le Grand Prix à Fantastic Fest. C'est vraiment super carré. C'est l'histoire en fait d'un père et de son fils qui travaillent dans une morgue et qui reçoivent le corps d'une mystérieuse personne qui a été retrouvée sur une scène de meurtre horrible. Elle a été retrouvée à moitié enterrée dans la cave, mais nickel quoi. Vraiment aucune trace de violence ni rien. Et comme son nom l'indique, The Autopsy of Jane Doe, tout le film tourne autour de cette autopsie-là et de qu'est-ce qui se passe. Ça serait un massacre que de vous en dire plus, excusez-moi. Mais c'est vraiment supra carré. C'est un film qui a été fait par André Ovredal qui avait fait Trollhunter, qui était sympa. Franchement, je m'entendais une merde et c'était vraiment sympa, c'était pas mal. Dans le milieu la tonne de merde du found footage. Du found footage, celui-là, il sortait un peu du lot. J'ai plutôt passé un bon moment. Ouais, c'est assez original. Ouais. Et donc là, qui passe complètement à autre chose puisque c'est vraiment un film de très traditionnel avec une mise en scène très esthétique, avec une mise en scène très académique, très très belle, qui joue beaucoup sur le confinement, est-ce que c'est un huis clos quand même tout le long, hein, mais très étudié, une mise en scène très étudiée, une belle gestion de la tension, un peu trop de jumpscare à mon goût, parce que je suis... Oui, ça vous verrez, on va toujours gueuler un peu. Alors nous on a nos trucs, hein. On a nos marottes. On a notre truc. Alors les jumpscares, faut pas nous la faire. Hein. Non. Les jumpscares, on aime pas trop. Ça suffit maintenant, le petit chat qui sort du placard comme ça, soudainement, c'est bon, il y en a marre. Il y a pas mal de jumpscares pour le coup. Mais bon, ça gâche pas le film. Franchement, le film est super carré. C'est vraiment, ça fonctionne très très bien de la première à la dernière minute. The Autopsy of Jane Doe, allez le voir. Est-ce qu'il va sortir, tu sais ou pas? Non, ça n'a pas été. Non. Ça n'a pas été dit en tout cas. Ou alors je me rappelle plus, j'en suis désolé. Donc si quelqu'un le sait, laissez-nous un message dans les commentaires. Et du coup,
Pardon, c'est un film interprété par donc Emile Hirsch et Brian Cox. Brian Cox qui joue le papa et à la base ça devait être Martin Sheen qui devait jouer le rôle du père. Brian Cox est juste génial donc voilà. Super. Franchement, allez le voir. Je pense qu'il sortira en salle en France parce que c'est vraiment un film qui peut plaire au public français. Hein. Alors après, bon, quand on voit des fois le public en salle, peut-être qu'il vaudrait mieux pas finalement. Mais bon. Ça y est, Papy Gilles râle. Ça y est, les jeunes, vous faites chier, hein. Donc, les deux gripsous, là. Ouais, les gros relous. Zootopie Eugendo, comme ça. Ok, et du coup, il était sur un écran Non. Traditionnel. Non, mais il était en compétition. Non, il était hors compétition. Ah bon? Ok. Ouais, il était hors compétition, voilà. Je pense qu'ils avaient... Donc, tu n'as pas mis ton petit bulletin de notes, du coup. Non. Ok. Par contre, le mien, dont je vais vous parler, il était en compétition. Toi, Gilles, tu l'avais déjà vu. C'est I Am Not a Serial Killer. Oui, je l'avais déjà vu. Ouais. Tu m'en avais parlé, je me rappelle, quand nous buvions nos petits jus d'orange dans un petit café, tu me disais, écoute mon mignon, il faudrait que tu regardes I Am Not a Serial Killer. Mon Dieu. Je vais sortir, ça devient trop chaud. Non, mais reste, Olivier. On commence à se mettre à l'aise. Oui, ça y est, vas-y. Donc, non, je t'en avais parlé. Mais, donc, on en avait parlé, tu m'en avais parlé, tu m'avais bien vendu la chose, comme d'habitude, hein. Et à raison, parce que c'était très très bien. Ça parle d'un sociopathe, on parle de sociopathe à un autre moment. D'un sociopathe, d'un jeune sociopathe, un adolescent. Ouais. Qui a clairement un problème psy, hein, parce que c'est un psychopathe même, carrément, parce que monsieur sent le besoin de tuer quelqu'un à un moment. Mais du coup, il est cadré par un psy, il est cadré aussi par sa mère absolument prodigieuse, qui est jouée de manière prodigieuse. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se passe aussi dans une morgue, d'ailleurs. Ouais, du coup, Ouais, il y a une thématique, là. Il y a moyen de faire une petite soirée sympa, très Ça, gaie, un petit peu ambiance. avec une petite sangria en même temps, une pizza, ça sera parfait. Et donc, du coup, on suit ce personnage-là, et qui est joué par... D'ailleurs, le film est réalisé par Billy O'Brien. Exactement. J'avais vu aucun film de lui, pour être franc. Moi non plus. L'adolescent, du coup, est joué par Max Records, qu'on a vu dans... Where the Wild Things Are. Max et les Maximontes. Cheap Thrills. Non. Ça va venir. Et donc, du coup, on suit ce psychopathe, ce jeune psychopathe. Je parlais de sa mère, qui, je ne sais même plus qui est le nom de l'actrice, mais qui est interprétée magnifique. Laura Fraser. Oh, dis donc. J'ai écrit. Ah, t'as préparé sur Sur ma fiche. J'ai tout le monde. Et donc, du coup, sa mère qui travaille dans une morgue, donc. Pas dans une morgue, oui, enfin, qui embaube, non, qui prépare un peu. Ouais. Thanatopractrice. Voilà, mais s'il vous plaît. C'est marqué là. S'il vous plaît. Et donc, elle le fait participer, en fait. Du coup, comme ça, il est vraiment un peu dans le milieu qui l'intéresse. Il ouvre les corps, etc. Il sort les tripes. Donc, c'est vrai. Et en même temps, il a un voisin qui est joué par n'importe qui d'autre que Christopher Lloyd, qui est absolument formidable aussi dans son rôle. Ouais, qui est vraiment très bien. Ils sont tous bien, de toute façon. Ouais, ils sont vraiment très bien. Ils sont extrêmement bien dirigés, les personnages sont extrêmement bien joués. Le film est d'une grande finesse et d'une grande humanité. On suit quand même un sociopathe, un psychopathe, et le film déborde d'humanité. Et c'est un film absolument sublime. Il y a un regard sans jugement vraiment sur lui. Voilà, exactement. Et donc du coup, on suit ce personnage, et je peux pas tout vous raconter, mais qui découvre qu'il y a un tueur ou un tueur en série dans sa ville, et qui est fasciné, forcément ça le fascine, donc il le suit, etc. Donc vous verrez, en tout cas, allez le voir. Enfin, malheureusement, il ne sortira pas en salle, apparemment, si j'ai bien compris. Ce sera un direct tout vidéo, c'est vraiment dommage parce que le film est esthétiquement absolument magnifique. Très 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 beau. Il a été tourné en 16 mm, et là vraiment je me sentais vénard de le voir en salle parce que on voit le petit grain, vous savez, le petit grain. Et ben c'est joli le petit grain, c'est parfait pour ce genre de film en plus. Mais grave. Donc, c'est un peu arty quand même comme film. Un peu indé. Le début ça fait vraiment un peu indé, le plan avec travelling, avec la typo. Avec le vélo, et puis t'as le titre qui apparaît, enfin je sais pas, c'est ça un peu, c'est la musique cool. C'est super beau. C'est très très bien, vraiment ça pour moi un gros coup de cœur, et donc tu m'as donné de bons conseils comme d'habitude.
Et voilà, donc tout ce que j'ai à dire sur cette petite merveille. Et donc, Gilles. The Unseen. The Unseen. Alors, quand j'ai vu la bande-annonce sur le site du PIF, j'étais pas emballé. Non, parce que là, pour le coup, j'aurais pu le voir avec toi, mais j'avais pas envie de le voir spécialement. J'étais sceptique. Mais bon, je me suis dit, allons-y. C'est un film qui reprend, qui revisite la figure de l'homme invisible. Donc, je me suis dit, allons-y, soyons fous. Qui a déjà été revisité. Ouais, qui a déjà été revisité moult fois, dont par Paul Verhoeven. Holoman. Ouais, voilà, donc chacun ses goûts. C'est pas son meilleur film. Alors, The Unseen, donc on revisite cette figure-là, mais dans un milieu ouvrier, en fait. C'est un mec qui travaille dans une scierie, pas en Syrie, hein, mais dans une scierie. Mais quoi? Mais il faut tenter des... Salut. Donc c'est un homme qui est séparé de sa famille. Et en fait, qui est touché par une maladie qui le fait disparaître petit à petit. Alors, le film a de grosses qualités. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, que c'était un film qui avait beaucoup de cœur, qui était assez humain, qui était assez bien foutu visuellement, il y a assez peu de budget, donc c'est beaucoup de caméras portées, il y a un aspect très documentaire aussi, mais l'image reste très très jolie et la mise en scène vraiment carrée. C'est réalisé par un monsieur qui s'appelle Geoff Redknapp, qui est un monsieur qui travaille dans les effets spéciaux, qui a bossé notamment sur Les Gardiens de la Galaxie, sur Deadpool. Oui, ça explique pourquoi, pour le peu que j'ai vu, les effets spéciaux ont l'air très réussis. Exactement, puisque tout ce qui est lié à la désintégration, parce qu'en fait, c'est même pas qu'il devient invisible, c'est qu'il se désintègre, il disparaît, mais vraiment, on voit la fameuse scène je spoil pas, voilà. Je vais pas spoiler, mais dans le trailer, on voit qu'il fume. Exactement, et c'est très très bien foutu, vraiment, les effets sont très 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 beaux, très clean, très très clean. Il y a beaucoup de cœur, donc il a été isolé de sa famille, ce monsieur-là, et on comprend petit à petit qu'en fait il s'est isolé tout seul puisqu'il est touché par cette espèce de maladie qui le fait disparaître petit à petit. Le souci du film, moi j'ai trouvé, c'est le film dure 2 heures et on pourrait il faudrait lui enlever une bonne demi-heure, je pense, parce que là le problème c'est qu'il y a on essaie d'explorer plein d'intrigues différentes. Parfois, on perd un peu le fil du truc, on se concentre vraiment pas assez sur le personnage principal et son parcours, il y a des intrigues parallèles, ça part un peu en cacahuète dans tous les sens, c'est assez diffus, c'est assez décousu, et finalement, vers la fin, quand on a exploré toutes les pistes et que finalement, il y a des pistes qui sont pas tellement satisfaisantes dans le scénar, ça se reconcentre sur le parcours de ce monsieur-là et la relation avec sa famille, et je pense que c'était là qu'il y avait le cœur du film, et je pense que c'était là que ça se passait, et c'est là que ça devient cool. Et donc c'est un film qui est pas inintéressant, mais voilà, un peu dense, un peu éparpillé. Enfin justement pas assez dense et trop éparpillé, et ça aurait gagné à être un peu plus compact. Voilà. Donc mais sympa quand même. The Unseen. Pas un grand film. J'ai mis 3 sur 5, je crois, un truc comme ça. Il était en compétition, mais voilà, sympa. Ok. À toi. J'ai bien fait alors. Oui. Là, je vais vous parler de je vais vous faire un blog sur deux films, hein, je vais tricher. 2 films sur lesquels je vais revenir rapidement. Un, parce qu'il y en a un que j'ai pas trop aimé, qui est très connu, et un que j'ai adoré, mais qui est connu aussi. Twin Peaks, Firework with Me. On a eu la chance de le voir en salle. La chance, pourquoi? Parce que il y en a qui l'aiment. Parce que aussi la copie est absolument sublime. La copie était à tomber par terre, quoi. C'était incroyable. D'ailleurs, le film va ressortir. Je pense qu'ils vont profiter de la sortie de la nouvelle saison, la saison 3 de Twin Peaks pour placer au passage le film. Le film, moi, je sais qu'il peut être aimé par certains. Moi, j'ai eu un peu de mal. Parce qu'on retrouve pas forcément les personnages. Inévitablement, ça se passe avant, je le sais, donc on retrouve pas forcément tous les personnages. On retrouve d'autres personnages qui sont moins intéressants. Donc, j'ai pas trop spécialement accroché, je pense, spécialement envie d'argumenter sans s'étendre là-dessus. Ouais. Plus intéressant, copie beaucoup moins belle, malheureusement, mais c'était quand même cool de le voir en salle. N'est-ce pas, Gilles, n'est-ce pas, Olivier? C'était de voir Prince of Darkness en salle. On travaillait, nous, hein. Désolé, oui, pardon. Faut bien se nourrir. Hein. Et j'ai pu le voir en salle, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai en DVD, donc je l'avais plus vu depuis sortie DVD, donc c'est pour vous dire, ça date, quoi. J'attendais une bonne occasion de le voir, mais apparemment, on ne veut pas nous le sortir en Blu-ray. Je sais pas ce qu'il fout, je crois que c'est... Il y a une bonne édition aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis ? Ouais. Ok. Une super édition. Bon, mais après, il faut avoir le truc des zones et compagnie, malheureusement. Et donc, on a pu le voir, et la copie n'était pas aussi belle que la copie de Twin Peaks, loin de là.
C'était un peu... Il n'y avait pas de tâches partout. Limite, les tâches, ça me dérange pas, mais c'est juste que c'était pas très défini, c'était un peu flou. Ouais. Mais il n'empêche que quand même, sur l'écran du Max Linder avec le son qui déchire, ça valait le coup. Ça reste un de mes Carpenter préférés, Ouais. de la trilogie de l'Apocalypse, là. Super musique en plus. Musique comme d'habitude, hein, Super, Carpenter, ambiance unique, gros malaise pendant le film dans le bon sens, avec notamment ce personnage, qui me terrifie, le personnage, vous verrez pour ceux qui l'ont pas vu, mais le personnage qui rit, il y a jamais un rire m'a autant angoissé, avec le visage qui dit complètement l'inverse de ce qu'il est en train de faire. C'est génial, et des larmes, franchement j'avais les yeux humides face au moment où la scène du miroir, je ne dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, la scène du miroir. Magnifique scène. Encore une fois, c'est un film qui a coûté $1 million, un peu moins. Incroyable ce qu'on peut réussir à faire avec $1 million versus d'autres films qui coûtent beaucoup plus cher, qui n'ont pas cette gueule, n'ont pas cette force, enfin bref. Donc voilà, donc j'espère vraiment qu'il sortira un jour chez nous dans une belle édition, parce qu'il le mérite. Mais tellement. Et il le mérite autant que d'autres films qui ont des grosses éditions, et voilà. Donc merci encore une fois, le Puy de nous a permis de voir ces films-là sur un immense écran. C'était un immense bonheur, et incroyable. Bon, j'avais peur que pendant ce film, tu vois, qu'il y ait des gens qui se marrent, qui se moquent un peu, etc. J'ai rarement vu ça. Il n'y a pas eu pas un bruit pendant la séance. Ouais. Les gens étaient tous comme ça, soit parce qu'ils étaient comme moi, ils étaient heureux de voir le film en salle, soit parce que c'était la première fois qu'ils le voyaient, ils étaient subjugués. Il n'y a pas eu un pet de rire, personne ne s'est moqué du film, et c'était vraiment une très belle séance, encore une fois, présentée par les deux compères du PIF, qui étaient vraiment, sincèrement, on voyait vraiment qu'ils étaient fiers de diffuser ce film-là. Ouais, j'étais deg, j'étais deg de pas l'avoir. Ouais, bon, j'aurais tellement adoré. Malheureusement. Et donc vraiment, encore une fois, un Blu-ray, ce serait cool. Mais je crois que tu l'avais déjà vu en salle, il était déjà sorti. Oui, en fait, il était ressorti en salle pour les Parisiens, il était sorti au Grand Action, ressorti en salle. Et moi, je l'avais pas vu, du coup, je l'avais évité parce que c'était en copie 35 et en VF. Là, ils ont sorti un DCP je ne savais pas trop où, qui était en VO pour le coup, et voilà. Ouais. C'est vrai que des fois les copies 35 elles ont pris cher dans la tronche. Parce que tout le monde se annonce super copie 35, oui, sauf que bon, toi et moi on a vu des films bis, notamment encore une fois du Fulci à la Cinémathèque, Frayeur avec Olivier d'ailleurs. Avec Olivier qui se marrait à côté de moi, qui s'est régalé. Comme nous, avec des lignes bleues tout le long de la copie. On a dit que quelqu'un avait frotté les ouais, voilà, avec du papier de verre là. Ça valait le coup, c'était cool. Les plans de nuit. Putain, c'était chaud patate. Ouais. Avec le double sous-titre qui disaient pas la même chose. C'est à moi de... C'était très très bien. Bah bref, on va pas refaire 107 ans. Sinon, on va reparler de Lucio Fulci. Exactement. Et donc, du coup, tu vas nous parler de quoi? Toi, il te reste encore des films ou pas? Oui. Alors moi, on est dans le chapitre reprise. Donc j'ai eu le plaisir de revoir Opéra de Dario Argento. Salaud. Encore une fois, un film édité par... Le Chat qui fume. Voilà, émission sponsorisée par Le Chat qui fume. Il sort en Blu-ray en 2017. Il n'y a pas de date précise, je crois, mais bon. Toi, tu as vu la copie qui servira pour le Blu-ray. Ouais. Blu-ray. Moi, je l'avais en DVD. En DVD, ouais. Bon, ça allait, hein. Mais et en plus, là, c'était la version complète parce que moi, il y a plusieurs versions en fait. Ouais. Et moi, celle-là, c'était la version complète. Franchement, visuellement, c'était fantastique. Hein. Le son, par contre, a un petit problème de. J'ai vu partout, apparemment ça crachote, un peu, un souffle. Un peu un problème aussi dans le montage du son. Ouais. Mais par contre, visuellement magnifique. Attention, c'est un très très beau film de Dario Argento. C'est pas son meilleur giallo loin de là. Hein. On peut pas le giallo. Il migliore giallo. On peut pas comparer ça à Ténèbres ou à Profondo Rosso ou à Suspiria, ce qui est pas un giallo là, en l'occurrence. Non, bien sûr. Mais non è un giallo. Mais c'est un très très beau film et vraiment c'est un film qui a une mise en scène, bon après c'est Argento, mais qui a une mise en scène qui est très baroque, pour le coup opératique et baroque. Donc ça vaut vraiment la peine d'être vu sur un écran magnifique comme celui de Max Linder. Dario Argento était là quand même, quelle chance de pouvoir le mettre, qui nous a parlé de tout ce qui s'est passé pendant le film. Il y a un tournage qui a été assez difficile, puisque tu avais Christina Marcillac qui lui avait été conseillée par Armani, pour lequel il avait fait une publicité, et qui était... il avait fait une publicité, il racontait d'ailleurs qu'il avait utilisé une caméra Panthère pour passer à travers une bagnole et tout ça, il nous racontait ça pendant le film. Ils ont eu beaucoup de problèmes de
relationnel pendant le film, et tant et si bien qu'à la fin, ils communiquaient même plus l'un avec l'autre. Ils avaient une assistante qui faisait le lien. Machine, Tiens, tu diras à Dario que je ne ferai pas ça. Et tu lui diras que je veux qu'elle le fasse. Et tu lui diras. Donc c'était assez compliqué. Wow. Et finalement, on sent quand même dans le film qu'il y a quand même des choses un peu tendues. Daria Nicolodi aussi dedans, qui était l'ex-femme de Dario Argento. Il y a des plans fantastiques, il y a des idées de mise en scène qui sont juste incroyables. Bon, après les acteurs, c'est à chaque fois pareil, c'est-à-dire c'est doublé. Ouais, c'est doublé, redoublé. Ouais, c'est redoublé. Ouais. Bon, c'est un peu tendu parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même nationalité. Hein. C'est un peu les problèmes des Pas films comme italiens. l'italien, ouais. Là, pour le coup, on est dans les années 80 en plus, donc c'est. Du coup, vous l'avez vu en quoi? Tu l'as vu en italien? En anglais. En anglais, En anglais ouais. sous-titré, ouais. Ok. Donc, mais bon. Voilà, pas le meilleur Argento, mais un plaisir de le voir. Vraiment, encore merci au PIF de programmer ce genre de film, encore une fois. Et en plus, avec Argento, il y avait une queue de ouf, c'était complètement plein. Tu m'étonnes. Ça faisait super plaisir. Donc, génial, super expérience. Merci. Et du coup, à Le Chat, on a profité pour faire l'interview d'Argento qui sera Oui. intégré dans, j'imagine bien, les connaissants, parmi un milliard de bonus Exactement. de l'édition qui est du coup très attendue. Exactement. J'ai vu aussi, avant qu'on passe à la fin. Ah non, mais j'ai encore un film à parler, moi. Ah, ben non, j'ai pas tout de suite. Donc, vas-y. Alors, moi aussi, j'ai eu un autre film aussi. J'ai eu la chance de voir un film aussi que j'avais jamais vu, là, pour le coup. J'en avais jamais même entendu parler, hein, pour être franc avec vous, qui s'appelle Hardware. Je sais que tu l'as déjà vu. Oui, je l'avais vu, ouais. Richard Stanley. Richard Stanley, réalisateur très singulier. C'est peu de le dire, mais du coup, extrêmement intéressant. Ouais. C'est un mec que j'ai vraiment adoré et qui a réussi à bien me vendre le film, contrairement à Nicolas Winding Refn, pour pas le nommer. Qui a très bien su me vendre son film et j'avais hâte qu'il commence. Il a même dit je vous en parle pas plus, allez-y et puis on en reparle après, et il a bien fait. C'est un film vraiment unique, un film extrêmement précieux à mes yeux. Il date de 1990 pour être précis, et qui est un melting pot quand tu le vois, et quand il en parle après, tu comprends, parce que évidemment c'est un film post-apo où on pense un peu à Gun, je trouve que c'était pas encore sorti à l'époque, mais où t'as un mec qui trouve un crâne de robot et qui va pour le revendre, et il croise un autre mec qui était venu pour revendre quelque chose et qui du coup lui rachète pour le donner à sa copine pour en faire une œuvre d'art chez elle. Et sauf que, évidemment, le crâne, c'est pas juste un crâne de robot pour faire beau, même si elle le repeint avec un beau petit drapeau américain, qui est quand même super osé, vu qu'il fait le robot après, au passage. C'est vraiment un film assez subversif. J'allais spoiler, j'allais dire ce que c'était, en fait. De quoi? Quelle est la nature du robot? Parce que ça fait partie un peu du truc. Moi j'allais le dire, du coup. Ah ouais? mais... On peut le dire, du coup. On peut dire, Ouais, c'est ouais, partie ouais. du truc. C'est un, du coup, il peut se reconstituer de lui-même, et c'est un robot tueur, hein. Du coup, c'est un mélange, c'est un melting pot immense, encore une fois, de choses. On a du slasher, on a du film post-apo à la Mad Max. On a, lui, parlé même de Blade Runner, il y a du Hitchcock, évidemment, notamment sur une fameuse scène que tout le monde a repris dans tous ces films qui aiment bien, quand on aime bien Hitchcock. Il y a du Argento, il parle aussi du Argento, aussi, tu vois. Les couleurs. D'ailleurs, il y a une photo au pif, où ils se sont retrouvés, Richard Stanley et Dario Argento. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Vraiment cool, la photo. Ouais. De la BD aussi. Et le mec qui vient du milieu du rock, donc du coup on retrouve un peu ses copains qui sont dans différents rôles comme Lenny et Iggy Pop. Lemmy et Iggy Pop, ouais. Iggy Pop. Et donc c'est un film complètement hard rock, rock'n'roll, complètement fou, complètement starbé, une réalisation complètement folle. C'est un trip, quoi. Et je sais qu'on dit souvent ça, mais moi j'ai vraiment adoré. Le mec, il a mis ses tripes, c'est qu'à de le dire, il a mis son cœur dans le film. À la fin, il répondait aux questions, et c'était vraiment passionnant ce qu'il a pu dire. Il a même bitché méchamment, enfin, à raison, sans aucun doute, sur un des frères Weinstein, et on en a foutu plein la gueule. Je reprendrai pas les propos, mais bon. Parce que sinon on va avoir un procès, ça serait quand même con. Ce serait un peu dommage pour une première dommage, émission. quand même, Il a répondu à des questions. J'ai même pu lui poser une question à vive voix. J'étais un peu tout tremblant, lui demandant pourquoi il y avait cette hargne. Enfin, ça dégage tellement une hargne, ce film, quoi. C'est complètement fou. Et il expliquait qu'en gros, il revenait de la guerre à ce moment-là, quoi. Donc il était encore dedans, et voilà. Et ça, c'est un film qui malheureusement est encore d'actualité, hein. Clairement, plus que jamais maintenant, même d'ailleurs maintenant. Ouais. Avec les drones, il parlait des drones, etc. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont tués par les drones maintenant, donc
C'est vraiment un film culte, quoi. C'est vraiment l'archétype du film culte qui est un peu un film de niche, qui est pas très très connu quand même. Voilà, film culte d'ailleurs, quand moi je vois un film, j'aime bien me renseigner dessus, je me suis renseigné dessus, je tape sur Google et je tombe sur une page sur Netherland, qui en fout plein la gueule au film, qui se fout bien de la gueule du film. Sauf que j'étais un peu calmé en voyant une petite note à la fin, où il y a un autre mec qui dit « Non, mais comment tu peux... » Un autre mec de la rédaction, on va dire, de Netherland, il dit « Non, mais tu peux pas dire ça de ce film, quoi. C'est tellement bien et tout. » Donc voilà, c'est un film un peu incompris, on va dire. Et là, pareil, une copie qui sort de nulle part, qui sort je crois que c'est Richard Stanley qui l'a ramené carrément lui-même. Et vraiment, copie pas mal, et enfin, le voir en salle. En plus, avec un film il y a du son puissant, quoi. Le film défouraille, quoi. On peut le dire. C'était vraiment très 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 bien, et encore une fois, merci le pif. Hardware, si vous pouvez le voir. Une fois encore, préparez-vous, c'est très très spécial, très années 90, mais c'est vraiment très, très une merveille. Et donc, tu voulais nous parler de... du coup, on va parler de... oui, on va parler de Grave. On va parler de Grave. On va garder le gros morceau pour la fin. Qui a reçu donc le Grand Prix... L'œil d'or. Et le Grand Prix Cinéma Plus également. Qui est totalement justifié. Moi, le film... c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui arrive dans une école vétérinaire, qui est une jeune fille qui est en l'occurrence végane, et qui est assez fragile, qui est assez... voilà, qui a une image d'une petite nana pure, en fait, naïve, qui arrive bien qui se débrouille bien à l'école, etc. Voilà, c'est ça, c'est un peu une première de la classe, tout ça. Voilà, c'est une première de la classe, elle aime les animaux, donc elle ne les mange pas, et aussi, en plus, elle veut les guérir. Ouais, c'est ça. Elle arrive dans cette école vétérinaire où elle est accueillie par un espèce de bizutage qui est assez vénère, ouais. Et après le reste, voilà, on va s'arrêter là. Vous le savez, de toute façon, sans doute. On ne le dira pas, mais vous le savez sans doute. Vous avez vu les magnifiques affiches au passage. Ouais, très belles affiches. Ouais. On sait de quoi ça parle, on sait par qui c'est produit. On ne le dira pas ici, on s'en fout royalement. Mais par contre, ce qu'on dira, c'est que c'est réalisé par quelqu'un dont vous allez forcément entendre parler, qui est Julia Ducournau. J'espère bien, en tout cas, ouais. Parce que c'est son premier long métrage. Elle avait déjà fait des cours, elle avait déjà apparemment travaillé à la télévision aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et clairement, c'est pour un premier long métrage, c'est juste la claque. Ouf. Surtout, encore une fois, dans ce type de cinéma en France, c'est hyper rare. Ouais. C'est chaud pour pouvoir sortir un film pareil. Ouais. Donc, et une confiance, une vision, vraiment, en plus, elle a très bien digéré ses influences. C'est un film où il y a pas mal de body horror, il y a un rapport au corps qui est assez poussé. On sent les influences, mais vraiment, c'est tellement bien digéré, c'est tellement bien retranscrit. Regarde, clin d'œil, il y a tel signe, regarde. C'est jamais trop appuyé, il y a vraiment une vision super forte, il y a une confiance dans la mise en scène qui est incroyable, il y a un don pour les images et pour les cadrages, pour la direction d'acteurs aussi, parce que c'est vrai que les acteurs sont géniaux, quoi. Je vais dire leur nom. Toi, il y avait Garance Marillier qui était là d'ailleurs lors de la séance. Ouais, il y a Laurent Lucas dedans. Ouais, elle était là, elle nous a parlé de son rôle. Elle était adorable d'ailleurs. Elle était vraiment adorable, un peu intimidée, parce que normalement il aurait dû avoir aussi la réalisatrice, mais... elle était pas là. J'ai vu qu'elle était là pour recevoir son prix, ce qui est très cool. Ouais, moi je l'avais déjà vu à l'Étrange Spécial, ce film j'avais adoré, je l'ai revu une deuxième fois, c'était encore mieux d'ailleurs, j'ai encore plus apprécié. Donc Garance Milly, il y a sa sœur qui est jouée par Ella Rumpf. Et il y a aussi leur pote qui s'appelle Rabat Naït Oufella, qui est vraiment très très bien aussi. Ils sont tous très très bien. Laurent Lucas, super. La maman, malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, mais elle est géniale. Même des tout petits rôles comme l'infirmière. Oui, l'infirmière, on en parlait. Franchement, en fait, la meuf a une scène. Mais même je trouve que tout est très naturel dans ce film. Les dialogues sont vraiment, les rôles sont incarnés, les dialogues sont vraiment super bien en bouche. Encore une fois, visuellement. Très naturel, c'est pas, on les sent pas jouer, quoi. Ouais, voilà. C'est drôle parfois. C'est vraiment drôle, justement. On disait un peu ça tout à l'heure pour le film I Am Not a Serial Killer, c'est que ils réussissent à mettre de l'humanité. Pour moi, c'est de l'humanité au milieu d'une sorte de monstruosité. Comment réussir à mettre l'humanité là-dedans, et c'est très très bien réussi. C'est fait. On ne rit pas du film, on rit avec le film, on rit avec les personnages. Il y a de l'humour à des moments où on se dit waouh, ok, ils ont mis de l'humour à ce moment-là, et c'est tellement bienvenu. Et c'est écrit par Julia Ducournau aussi. Voilà, donc c'est un vrai film d'autrice. Ouais, je ne sais pas, d'autrice, d'auteuse, d'auteur. En tout cas, c'est une puissance incroyable. Un petit chef-d'œuvre. Voir ce qu'elle va faire. Un chef-d'œuvre tout court. Voir ce qu'elle va faire. C'est un film, franchement, je vais aller loin là, mais c'est un film qui aurait pas fait honte à Cronenberg à un certain moment de sa carrière. Exactement, on pense à Cronenberg. C'est tellement beau, c'est tellement en même temps dans l'économie, mais en même temps dans l'excès. La musique,
Jim Williams qui avait fait la musique de Field in England pour Ben Whitley, c'est génial quoi. Enfin c'est parfait, tu vois. Le scénario, le rythme, la gestion de la tension, la progression du truc, la fin, tout, la structure du truc. Et du coup, en plus, et je comprends que tu aies voulu le voir une deuxième fois, moi j'ai voulu le voir une deuxième fois, parce qu'on est tellement subjugué, tellement choqué, tellement tout, qu'il faut le revoir pour pouvoir tout redécrypter, etc. Analyser ou juste apprécier tout simplement et se reprendre un bon trip, parce que vraiment, c'est une sacrée perle. Merci Julia Ducournau. Bravo Julia. Ça fait du bien, quoi, et c'est aussi un film qui s'inscrit quand même, malgré tout, dans une tradition du film horreur un peu... dans la French horror, mais qui va vraiment au-delà de ça. Ouais, voilà. C'est vraiment un très bon film d'horreur. Tout simplement. Ou un très bon film tout court. Ouais, un très bon film tout court, quoi. Honnêtement, respect et vivement la suite, quoi. Parce que là, putain, si tu commences comme ça, c'est... Enfin, je te parle pas personnellement, Julia, on ne se connaît pas. Mais... vas-y, fonce. Fonce. Donc bravo. Et du coup, on a fini là pour le pif. J'espère qu'on en reparlera l'année prochaine. Ça voudrait dire qu'on sera encore là. Et ça voudrait dire que le pif sera encore là aussi. Tu as une maladie? Tu ne m'as pas... On va parler de l'émission. Ah, ouais. Oui, puis j'espère que l'année prochaine, ça sera... Voilà, que ça montera en puissance encore, que ça le mérite. Ah, mais tellement pour découvrir des nouvelles choses. Et puis surtout que... Alors après, il y a des films comme Grave qui vont sortir en salle en mars. Ça sort le 15 mars, 3 jours avant mon anniversaire. Voilà. C'est une chance, passage. Mais il y a plein de films qu'on a vus au pif, comme on disait tout à l'heure pour Serial Killer, qui ne sortiront jamais en salle chez nous, qu'on verra peut-être même pas en VOD ou en Blu-ray ou quoi. Donc c'est peut-être une chance unique avec d'autres festivals. Qui peuvent avoir lieu ailleurs. Mais pour nous, Paris. Petit Parisien, c'est une chance et merci le pif. Voilà. Merci le pif. Bisous. Voilà. Donc du coup on passe... à la fin, au dernier morceau de l'émission, enfin, parce que l'émission dure à peu près 1h, 3 quarts. Ça fait mal au cul ces chaises, tu ne trouves pas? Ah non, moi j'ai super mal au cul, moi. Je suis bien rembourré, moi ça va. Donc du coup, c'est à toi en fait. Oui, du coup, parce que... tout à fait. Donc en fait, la dernière partie, donc c'est Scored to Death. Exactement, Scored to Death. Là, et là, ça y est, Olivier baille. Attention, Olivier baille, ça veut dire... J'espère que les gens derrière ne baillent pas. Attention, il faut qu'on bouge, Alors, attends. Dernière partie, on va vous parler d'une bande originale. Je vais faire... Il n'a aucun rapport avec ce qui a été dit avant, qui n'a aucun rapport avec l'actualité, c'est juste... On a envie d'en parler. Voilà. Moi, je voulais vous parler d'une bande originale qui est celle d'un film de Mario Bava. On reste dans le... Oh, tu m'as pas dit, petit mignon. Non, je te l'ai pas dit. Donc, c'est un film de Mario Bava, donc, qui s'appelle Les Démons de la Nuit, Choc, dans sa version originale. C'est un film de 1977. Oh, j'ai un DVD, il y a longtemps que j'ai pas vu. Ouais, et c'est pas son meilleur film, objectivement. Il était un peu en fin de carrière, voilà. On peut tout lui pardonner à Mario. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas là qu'il montre sa plus grande maestria technique, esthétique, c'est pas le meilleur scénario du monde. Mais bon, apparemment la musique par contre. La musique c'est fait par un groupe qui s'appelle Libra, donc qui est composé de Dino Cappa, Alessandro Centofanti, Walter Martino, Spaghetti et Walter Martino qui était batteur sur Profondo Rosso. Ah oui, donc bon. Monsieur sait de quoi il parle. Tout le monde s'en fout à part moi? Non, je vous le dis. Donc, cette musique, alors franchement, écoutez-la, donc Choc par Libra, écoutez-la sur Spotify ou écoutez-la ou sur YouTube, elle est disponible aussi. C'est génial. Franchement, la musique est extraordinaire. C'est vraiment typique de ces musiques italiennes des années 70, dans le sens où ça peut être très funky, très beat et tout ça. C'est funky, tu dis wow. Et ça n'a rien à voir avec l'image, tu fais wow. Comme tout à l'heure, le film dont je parlais dans Pulsion Cannibale, à un moment, c'est l'horreur vietnamienne, mais la musique funky derrière. Voilà. Pourquoi les mecs? Voilà, ouais. Donc, d'ailleurs, le groupe Libra, ils avaient fait la musique de Mondo Cane, qui est aussi un truc de documentaire et super glauque, faux documentaire. Faux documentaire. Mais super glauque, mais toujours avec cette musique très, pareil, joyeuse, on sait pas pourquoi. Ah, elle a perdu un bras. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais pourquoi. Mais en l'occurrence, là, ça fonctionne super bien. Et ce qui est génial dans cette BO, c'est qu'on passe d'un truc très funky à un truc qui est instrumental avec du piano un peu glauque. Il y a tout en fait. Il y a tout le cinéma italien qui est résumé, tout le cinéma de genre italien qui est résumé dans une seule BO. T'as des trucs très, très orchestraux, un peu gothiques. T'as des trucs très funky. T'as des trucs un peu prog rock. T'as des trucs complètement fous. Et c'est génial. Le thème est génial. Il y a tout dans cette musique. Encore une fois, pas le meilleur Bava. Je vous en parle même pas. Allez le voir. Il est encore derrière Nickelodeon.
c'est une thématique de la journée. C'est un peu un film d'enfant maudit, vous voyez. Donc bon, si vous aimez ça, faites-vous plaisir. Le scénario, encore une fois, n'est pas d'une grande originalité, mais la musique, c'est du caviar, c'est cadeau. Allez-y. À toi, Geoffrey. Alors moi, du coup, ça va être un peu comme l'émission, on va parler italien, et là, moi, je parle de cinéma anglais. Avec, je ne te l'ai pas dit, mais tu as très bien deviné. Oui, De quoi vais-je parler? The Blood on Satan's Claw. Oui, exactement. Au passage, un titre tellement plus cool que le titre français de La Nuit des Maléfices. Ouais. Là, tout à l'heure, on parlait de La Nuit des Diables, là, La Nuit des Maléfices. C'est des films qui se passent jamais pendant une nuit, hein. C'est vrai en plus, ouais. Sur plusieurs jours, sur plusieurs nuits. mais- Des fois, ils dorment. C'est vrai, il y a des moments où ils dorment quand même, j'avoue. Voilà, donc La Nuit des Maléfices, un film. C'est moins bien que le sang sur les griffes de Satan, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Ça pète, c'est quoi, tu tellement- vois. C'est la classe, Ça quoi. pète. Ça pète la classe. Super BO. Non mais franchement. Très bien, très bien. Film que j'ai découvert grâce à Arte. Je pense notamment grâce à Olivier Père, qui est un vrai passionné et qui s'occupe, si je ne me trompe pas, de la programmation d'Arte. Sur Olivier Père d'ailleurs qui a fait un des bonus Oui. de La Nuit des Diables qui est très qui est passionnant hein, sur La Nuit des Diables, hein, qui connaît très bien ce film. Qui en parle comme si il parlait d'un grand film d'art et essai avec le même respect, quoi. Et ça, Bravo Olivier. bravo Olivier. Et Olivier aussi. Olivier derrière. Ah, il dort, bon. Ah, il y a Olivier Père et Olivier derrière, d'accord. Donc, je disais La Nuit des Maléfices, Blood on Satan's Claw, que j'ai découvert grâce à Arte, qui parfois passe du bis. Vraiment, Arte, on t'aime, Ah, grave. on t'aime de tout notre amour. Grave. Ce film, je ne connaissais pas non plus, qui date de 1971, un film anglais, réalisé par Pierce Haggard. Un film qui parle de sorcières, qui se passe en Angleterre, évidemment. C'était un folk tale, un gothic folk tale. Voilà, un peu, et pour ceux qui ont comme nous vu The Witch cette année, ben, voilà, on y pense quand même un peu à The Witch. Ouais, vous êtes un peu dans le même. Vous pouvez faire un double feature. Ouais. Ça peut bien matcher. hein. Deux très bons films. Ouais, deux films super solides. La musique, qui du coup, est l'intérêt, du coup, on parle surtout de ça, de Mark Wilkinson. Pendant tout le long du film, je me disais, qu'est-ce qu'il est bien le thème, qu'est-ce qu'il est bien. C'est vraiment, toute la vidéo est top, mais le thème principal est incroyable parce que il dure 2 minutes 45 et il y a vraiment différentes parties Ouais, il y a tout, quoi. dans le thème, ils mettent tout ouais, dedans. ouais, Et il y a des sons qui, comment dire, qui font ressortir le côté maléfique qu'il y a dans le film. Le côté magique, le côté, même parfois presque l'ironie du diable qu'il y a derrière. Et aussi le côté mélancolique du Le film, côté un peu. mélancolique, onirique. Ouais. Et avec des petits sons, enfin c'est... Je l'explique Super. sans doute très mal, mais encore une fois, Mais pareil, si, tu l'expliques très bien. Moi, pareil que Gilles, vous pouvez aller l'écouter sur Spotify en tapant Blood on Satan's Claw. Vraiment, si vous pouvez voir le film, essayez de le voir, parce qu'en plus il est sorti en DVD, pas en Blu-ray malheureusement. Il est sorti en Blu-ray, je crois, en Angleterre, pareil. Il est sorti chez nous en DVD, chez le bon éditeur aussi, parce qu'il n'y a pas non plus que le chat, chez Artus en 2013, apparemment avec des bonus plutôt pas mal. Très bon film, très bonne BO que j'écoute en boucle, et on écoute vraiment en boucle cette BO, parce qu'elle aspire beaucoup. Grave. Voilà, donc La Nuit des Maléfices, un film à écouter, un film à voir, aussi surtout évidemment. Voilà. Ça c'est fait, Ça c'est fait. première émission, le Ça a pilote. enregistré. Ah, il a pas appuyé sur le bouton rouge. Oups. Mince. Bon, bah Geoffrey, Bon, bah salut. Salut. Enchanté. c'était bien. Allez, on se fait la bise quand On même. se fait la zebie. Allez. Hop. On se revoit, on se fait une bouffe. Ah ouais, on verra. Salut. On est peut-être hors du cadre. Bon, à bientôt. À bientôt. Et pour un prochain Champions. On va peut-être changer de nom, non. Et puis voilà, on espère que vous avez aimé et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut. Bye.